Tripalium de Lilian Robin. Welcome home. Depuis toujours, c'est dans le ventre que je concentre les angoisses. Les veilles d'examen ou de rentrée ont toujours été synonymes de salle molle, et le jour même de ballonnements incommodants. Mon premier jour en tant que salarié ne fait pas exception. Je me suis endormi tard, j'ai dû dormir 3 heures. Réveil dans le cirage, la journée va être longue. Le café ne passe pas, j'avale difficilement un quart de croissant. J'agrémente ce festin d'un petit sachet de smecta qui devrait tenir ma panse jusqu'à midi. J'enfile le seul pantalon correct que compte ma garde-robe. Il a connu tous les événements de la dernière décennie. Je m'interroge sur ma journée et cette nouvelle vie qui commence. Aboutissement d'un long parcours censé me préparer à ça. Prendre ma place dans la société. Un parcours plus subi que maîtrisé, auquel j'ai tenté de donner une cohérence, un mélange de désespoir et de conformisme. Devenir un adulte autonome, responsable, travailler 40 ans, faire une petite fête avec les collègues pour le départ en retraite, et attendre la mort. Seule, devant ma glace, essayant de rattraper les plis qui me font un gros cul, je me sens prisonnier de cet avenir douteux. Mon cartable bouclé, je monte dans mon automobile pour me rendre au travail. Comme tout le monde. Et c'est sûrement ça, le plus dur à admettre. J'avais au fond de moi gardé l'espoir idiot d'être quelqu'un de différent. Mais je n'ai rien fait pour que les choses se passent autrement. Je les hais déjà tous, mes semblables, pour comme moi avoir renoncé à rêver. J'hésite à faire demi-tour. C'est maintenant ou jamais. Je plaque tout, je vends la voiture et je prends un aile simple pour l'Amérique du Sud. Là-bas, je suis accueilli en héros, on me couvre d'or, j'ai 500 femmes. Ou bien je pars en Inde, me balader à poil, vivre de l'aumône et de l'herbe de Dieu. Le Japon, il paraît que les Occidentaux ont la cote. Ou bien l'usine, à Bournois-sur-Pezou. La barrière de péage retombe derrière moi, c'est trop tard. Il faut se blinder, essayer de tenir. La mort héroïque à 25 ans, d'une overdose de vie, la guitare à la main, c'est pas pour moi. Je sors la tête de la voiture. L'atmosphère devient irrespirable. Le parking de la boîte est en vue, je trouve une petite place. Monsieur Libilin, comment allez-vous? Nous sommes heureux de vous accueillir. Je tends une main moite et esquisse un sourire crispé. Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau. Vous avez fait bon voyage, pas trop de circulation. Vous verrez, vous allez vous plaire ici. Il y a une ambiance super sympa. Je suis bien heureux qu'elle remplisse de ses paroles le vide qui m'habite. Voilà votre bureau, ne vous inquiétez pas. L'ordinateur est commandé et le téléphone devrait être installé dans la semaine. Je suis obligé de vous laisser ce matin. Je suis overbooké. Mais on mange ensemble ce midi. Allez, je vous dis à tout à l'heure, et à nouveau, au nom de tous, bienvenue parmi nous. Premier contact avec la liberté imposée. C'est Mademoiselle Soulet, ma supérieure hiérarchique. Ça y est. J'ai un bureau, un pantalon de costume et une chemise, un CDI. Je suis prêt pour ma nouvelle existence. Le grand saut a pris moins de 5 minutes. Équipe de nuit. J'entame ma visite vers 1 h du matin, après m'être longuement réfugiée du côté de la machine à sandwich. Étrange ambiance. Je bois tranquillement mon café, un peu en retrait. Des discussions en cours me parviennent quelques bribes, dont je me serais bien passée. Tu prends combien? Donne-moi 3 grammes. C'est tout? Je suis un peu sec niveau thune. Et il n'est pas que question de vente. Je les aperçois le nez dans la poudre. Je me fais tout petit. Un troisième type fait irruption dans la salle. Il se dirige vers les 2 sniffeurs. Je crois comprendre qu'il y a un problème sur la machine, qu'il a besoin d'aide. Il s'énerve. Putain, tu m'avais dit que t'arrêtais, pas au boulot, bordel, tu fais chier. Tu fais ce que tu veux chez toi, mais pas là. Vas-y Cédric, c'est bon, reste tranquille. Au moment où M. Janin pénètre dans la pièce pour encourager la reprise du travail, l'engueulade se termine. Le dernier arrivé, Cédric, repart sur son poste pendant que les autres remballent leur cam. Janin a vu que j'ai vu, et le regard qu'il m'adresse m'encourage à le garder pour moi.
Les employés quittent la salle de pause. Médusé et alourdi d'images à effacer, je décide d'occuper concrètement mes muscles en espérant qu'ils fassent taire mon cerveau à la dérive. J'improvise une ronde de surveillance de l'hygiène générale et m'en vais d'un pas faussement décidé vers les sanitaires. Un lieu qui ressemble à tant d'autres, on s'y sent un peu partout chez soi, comme une zone neutre. J'y ferai mon possible pour oublier mes aventures du jour. Un bruit terrible vient briser ma retraite. Pas un bruit de machine, un cri. Une personne vient de hurler. Mais qu'est-ce qui se passe encore, bordel? Laissez-moi tranquille. Je patiente quelques secondes, retenant ma respiration. Les cris reprennent, des cris de douleur. J'entends des gens qui passent en courant devant les toilettes. Pourquoi il se passe quelque chose aujourd'hui? J'allais partir, rentrer chez moi, dormir. Ça n'arrête pas de s'agiter. Je crois que ça vient du secteur des presses. Je mets plusieurs minutes avant de me décider à y aller. Mon cœur tape. Mes mains dégoulinent quand je décolle mes fesses de la cuvette. J'ouvre la porte, m'avance. Ils sont tous rassemblés autour de la 300 tonnes. Je ne vois rien pour l'instant. Le cri dure toujours, comme un cochon qu'on égorge. Je me concentre pour ne pas tourner de l'œil. J'essaie finalement de faire demi-tour. D'autres arrivés après moi me tiennent prisonnier. À force de bousculades, je me trouve aux premières loges. Un bras est pris dans la presse. C'est le râleur de tout à l'heure, Cédric. Il est pâle comme un mort. Son visage et ses vêtements sont trempés par la sueur. Son collègue, celui-là même qui l'engueulait quelques minutes plus tôt en salle de pause, lui passe un linge imbibé d'eau froide sur le visage, pour qu'il ne s'évanouisse pas. Un autre lui tient la tête, pour qu'il ne regarde pas. La mâchoire est serrée à faire éclater les dents, les pupilles écarquillées. Il pleure des larmes brûlantes. Je suis totalement incapable de prendre une initiative, hypnotisé par ce visage. L'arrêt d'urgence a été déclenché. Personne n'ose remettre en énergie. La presse pourrait terminer son cycle. Il reste 2 ou 3 centimètres, de quoi finir l'ouvrage. Le moule est encore à 200 degrés. L'odeur de chair broyée et brûlée est insupportable. Les collègues deviennent fous d'impuissance. Leurs potes souffrent le martyre devant leurs yeux et ils ne peuvent rien faire. Philippe. Le peu de temps qu'il lui reste après le travail, Philippe aime le passer ici, dans son potager. Il y enterre les soucis professionnels, il fait germer les projets d'avenir. Cet homme exigeant envers lui-même attend beaucoup de ses subordonnés, mais sait aussi renvoyer l'ascenseur. La preuve en est que pour fêter sa promotion, il a fait distribuer des invitations aux membres de son service. Le traiteur doit livrer vers 18 h 3 caisses du meilleur champagne et quelques amuse-gueules. Cette petite fête, le week-end à son domicile, est le fruit de cette conviction qu'a Philippe que travail et vie privée ne peuvent être dissociés. Que les amis au bureau sont aussi ceux à la ville. Il gère d'ailleurs son équipe un peu comme sa famille. On s'appelle par son prénom et on se tutoie. Une ambiance à la Fort Boyard. L'esprit de la gagne, la culture du challenge. Chacun donne le meilleur de lui-même et contribue ainsi à la réussite collective. 95% de l'équipe a accepté l'invitation. Peu de chefs de service pourraient s'enorgueillir de pareilles performances. 95% sur une équipe de 20, c'est qu'il n'en manquerait qu'un. Eric! Celui-là, personne ne l'attend. Philippe d'ailleurs a compté sans lui au moment de répartir les invités autour de la grande table. Le seul qui n'ait jamais pris le pli, malgré tous les efforts de Philippe pour tenter de le faire coller au peloton. Philippe en avait été affecté dans les premiers temps et l'avait ressenti comme un échec personnel. Mais la bonne marche globale avait eu raison de ses quelques remords. Il n'y avait pas une note, ni même de consigne orale. On n'en parla jamais. Les compagnies républicaines de sécurité. Et le temps, brutalement, s'était accéléré. Jean sentit une grosse goutte de sueur couler le long de sa tempe. Personne n'avait reçu de consigne. Les otages attendraient que ça se passe, les produits inflammables d'eux-mêmes. Et si les hommes en bleu marine décidaient d'attaquer maintenant? Dans sa soudaine fébrilité, Jean se rappela une citation ô combien métaphorique que son père a aimé à répéter en diverses occasions. « C'est trop tard pour aller chercher le papier quand on a fait dans sa culotte. »
Y aller au culot, simuler la position de force. Dire que des gars sont positionnés, prêts à tout faire péter. Il faut un slogan. Un slogan. Vivre en travaillant ou mourir en combattant. Déjà pris. Plutôt mourir que céder. C'est bien ça. À cet instant précis, la première soudure céda. Au chalumeau qu'ils y allaient. D'autres découpaient les grillages avec des pinces énormes, par pans entiers. La foule des employés de Plastique Avenir, jusqu'alors compacte, perdit quelques éléments paniqués. On n'y croyait pas encore. Ils voulaient impressionner, c'est tout. Ils faisaient du bruit. Des gens sans histoire, des citoyens ordinaires, désarmés. Qui les attaquerait? Mais les compagnies républicaines de sécurité, voyons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la patrie des droits de l'homme. Nous avons reçu l'ordre de fracasser votre mouvement. Lutte antiterroriste, vous n'êtes pas au courant? Vous ne regardez pas la télé? Nul n'est censé ignorer la loi. Attention, chaudement. Et papy, tu devrais pas être en train de lire des contes à tes petits-enfants plutôt que de faire l'agitateur. Tiens, celle-là c'est pour nous avoir gâché notre match de foot de ce soir. Jean avait le souffle coupé. Son œil gauche pissait le sang et l'empêchait de distinguer le visage de celui qui le traînait à même le sol par le col de la blouse. Il aurait toutefois préféré que ses deux yeux soient hors d'usage. Ce que lui offrait l'œil droit ne méritait pas d'être vu. Il tapait au hasard. Tout le monde était d'abord resté paralysé, puis l'adrénaline avait pris le dessus. On courait le plus vite possible vers l'arrière de l'usine. Il n'y avait pas de menace de mort, mais c'est impressionnant. Une compagnie qui charge. Des comptes à la fin du premier round. 60 coups à 2. 2 de trop. Espoir qui allait se vider dans une moindre case dans les rangs des camarades. Tout ça, c'était pour rien. La cour était devenue bleue, les employés entre les mains des CRS, une cinquantaine de survivants, tout au plus. C'était fini. On avait perdu notre boulot, et comme bonus, on avait ramassé des coups de latte. On aurait même peut-être en plus des problèmes avec la justice. Terminé. Déjà, sans avoir vraiment combattu. Les bleus dans les yeux. Je m'appelle Patrick, j'ai 38 ans. Je sais pas trop par où commencer. Disons qu'en sortant de l'école, vu que je n'avais aucun diplôme, j'ai pris ce travail de manutentionnaire. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai été embauché directement au CDI. Ça se faisait encore à cette époque-là. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup évolué en 20 ans. Voire pas du tout. Peut-être 60 € à peu près. Mais bon, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir mes mercredis après-midi, pour les gosses. Le boulot, c'est de l'alimentaire. Mon monde, c'est le foot. J'entraîne les gamins du club. Pour ça, j'ai tous les diplômes. Je veux que les gamins apprennent bien, qu'ils aient du plaisir à jouer. Quand je les vois progresser en équipe, des belles passes, franchement, je suis heureux. J'aimerais bien qu'ils aient tous les mêmes chances. Malheureusement, je sais bien que la vie, ça marche pas comme ça. Mais au moins, au club de foot, je leur fais confiance, j'essaie de leur apprendre à garder la tête haute, sans écraser les autres. C'est ma petite contribution. Je suis fier de ce que je fais. Mais voilà, c'est un privilège que j'ai, que le contremaître m'a accordé il y a longtemps. Personne n'est jamais revenu dessus, mais maintenant, si ça ferme, je ne sais pas ce que je vais retrouver comme travail, si je vais en retrouver déjà. Et peut-être pas dans le coin en plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je fais grève. La politique, ça m'intéresse pas. Mais là, je sens que ma vie est en train de m'échapper.